Bonjour à tous, je suis Hortense Leluc et vous écoutez Décodeur, le podcast dans lequel j'échange avec des pros de la déco. Il y a plusieurs formats d'émissions qui tournent, Stylé, Archicool, Le Club ou les rencontres comme l'épisode qui va suivre dans lequel un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur ou un créatif va nous parler de sa manière de travailler, de ses produits, de son savoir-faire, sa vision, ses inspirations, bref, de l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est ça la force du podcast, on prend le temps, on va plus loin, on décortique, on apprend, on comprend. Il y a une forme d'intimité, de complicité et d'authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'être si nombreux à écouter. Si vous venez de découvrir le podcast, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si mon invité vous plaît, surtout n'hésitez pas à partager l'épisode en story ou à mettre 5 étoiles. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître encore plus. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Décodeur, je reçois un designer qui cultive la discrétion autant que l'exigence. Samuel Akoseberi est designer et directeur artistique. Formé entre la France et l'Italie, passé par de grandes maisons, il collabore aussi bien avec des marques internationales que pour des projets en son nom avec des artisans. Il a d'ailleurs reçu de nombreux prix en France et à l'international. Mobilier, design industriel, luminaire, aménagement d'espace. Depuis plus de 20 ans, il développe des activités, une créativité, un design à la fois sobre, sensible et profondément ancré dans la matière. Chez lui, pas d'effet spectaculaire gratuit, mais une attention presque silencieuse aux usages, au savoir-faire, au territoire même. Le Pays Basque, où il a grandi, n'est jamais très loin. L'Italie non plus. Enfin, je crois, on va en parler tout de suite. Bonjour Samuel. Bonjour. Je disais, vous avez grandi au Pays Basque. J'ai grandi dans le sud-ouest, Pays Basque entre autres. Alors attendez, c'est l'occasion de tout de suite recadrer. Moi je dis Pays Basque, mais sud-ouest, allez-y, recadrez le débat. J'ai grandi à Bordeaux, après j'ai la famille au Pays Basque, donc on alternait souvent les vacances au Pays Basque et puis les Landes, tout ça. Donc ça a été vraiment grandi à Bordeaux, étudié à Bordeaux, et après pas mal sillonné dans le sud-ouest, et puis là où j'ai de la famille là-bas, ouais. Et est-ce que donc cette région, elle est encore je crois que vous travaillez entre les deux, entre Paris et là-bas. Oui, j'ai toujours quelques clients là-bas. Il y a Alki, entre autres, Bosque qui est dans les Landes, Moutet avec qui j'avais fait du linge de table, qui a une appellation d'origine contrôlée. Alors c'est pas la même chose sur les savoir-faire, mais c'est un peu du même type. En fait, pour le pendant, il y a une autre entreprise, enfin un autre savoir-faire qui est identifié en France, et les Charentaises, pardon. Et donc voilà, ils ont eu cette appellation il y a juste au moment du Covid. Après, j'ai fait du mobilier urbain aussi sur la zone BAB, Bayonne, Anglet, Biarritz. Voilà, et puis quoi d'autre. Et puis je collabore avec une galerie qui est là-bas, entre autres. Et en quoi, du coup, ces origines, elles ont peut-être un peu façonné votre regard sur la matière, l'artisanat, la couleur ? Est-ce que ça a eu des influences, vous pensez, dans votre travail d'aujourd'hui ou pas ? Ouais, je pense, parce que c'est une région qui est assez, rustique. Il y a une façon de valoriser la matière, plutôt de façon un peu brute, un peu comme dans des régions assez simples, rurales. Et il n'y a pas d'artifice. Il y a toujours un aspect qui est travaillé un petit peu sur le côté de la couleur, sur des formes qui sont quand même assez simples. Il y a une forme d'authenticité. C'est assez épuré, c'est assez fonctionnel en fait. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont autour de savoir-faire vernaculaire, etc. Il y a un héritage, un ancrage qui est assez séculaire sur certains savoir-faire. Et puis, il y a une identification forte, que ce soit sur les sports, la pelote basque, sur diverses pratiques, sur le chant, au niveau artistique, artisanal, etc. Donc, il y a une singularité qui est intéressante. Et donc, ce côté, je pense, simplicité, rusticité, matériaux qui est choisi pour remplir sa fonction, qui est travaillé avec une certaine forme d'économie. On retrouve ça un peu dans les pays nordiques, cette culture un peu
protestante où on utilise un savoir-faire, un matériau, et on essaie de le mettre en avant tel qu'il est pour ses capacités intrinsèques. Et voilà, je pense ça. Et dans le design, c'est plutôt contemporain, ce sont des marqueurs forts que l'on apprend à l'école et vers lesquels on veut tendre pour s'émanciper un peu d'un côté un peu décoratif. Alors il y a plusieurs courants. Dans le côté design plutôt industriel de mobilier contemporain, c'est plutôt ce côté épuré qui prédomine en général et qu'on recherche, quoi. Ouais. Quand je disais, juste avant de commencer l'interview, est-ce que ça vous va si je dis que vous êtes designer et directeur artistique? Vous m'avez dit designer, oui, c'est bien sûr, enfin les deux. Mais designer, vous avez plusieurs champs. Est-ce que vous voulez nous expliquer en fait? Bon, déjà à l'origine, je me suis toujours questionné sur ce que je voulais faire dans la création. Donc j'ai commencé assez tôt par le lycée et j'ai tergiversé entre, je voulais être typographe ou à un moment donné. Après j'ai commencé à faire de l'architecture, donc j'ai commencé un peu des études d'archi à Bordeaux. Et après le design m'intéressait parce que je trouvais que c'était un peu à la croisée de tout ça et ça permettait pas mal de choses. C'était une sorte de spécialité non spécialisée. Et à l'époque, quand j'ai commencé ma formation dans le design, c'était en France, c'était assez clivé. Il y avait deux chapelles. Soit c'était design industriel, donc très technique, donc on était un technicien pour caricaturer. Et il y avait une autre école, une autre approche, une autre chapelle qui prétendait que le design était plutôt artistique. Et donc les formations c'était soit l'une, soit l'autre. Donc j'ai fait la première, design industriel. Je trouve ça intéressant, mais ça manquait un peu de liberté, de création, une approche plus artistique. Donc j'ai fait après une autre école, une école supérieure d'art de Nancy. Et donc pour moi, en fait, il n'y a pas une réponse qui soit la plus idéale. Je trouve que quand on est créateur, si on a la possibilité de couvrir différents champs, c'est là où c'est le plus intéressant, quoi. Et ça s'apprend d'être créateur? Parce que vous dites que vous avez fait des formations. Ou est-ce qu'on est quand même comme ça? Je pense que ça s'apprend. C'est comme toute chose, comme un musicien ou autre. Après, on peut se permettre d'improviser. Mais je pense qu'il faut créer un contexte et après, il y a un apprentissage qui est avant tout une démarche qui est personnelle après, quoi. Donc on est un petit peu autodidacte dans un contexte qui est un petit peu cadré de formation, ce qui signifie qu'on nous met à disposition des outils, des moyens, des médiums, et après c'est à chacun un peu de les choisir, de les explorer. On est des tuteurs dans les écoles qu'on peut choisir, où on peut avoir une démarche tout à fait personnelle et puis profiter de la structure pour développer son expression, quoi. Ouais. Vous avez d'abord travaillé, collaboré pour d'autres, pour des agences de design. Et à quel moment vous avez décidé de vous lancer, de créer votre propre studio? En fait, je me demandais ce que c'était exactement le design, comment ça marchait, comment on en vivait, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce que c'est que livrer un dossier technique, quelles sont les étapes d'un projet. Donc j'ai cherché au début, j'étais pas comme certains designers qui se sont lancés de suite après l'école. Donc je me suis dit c'est peut-être pas mal de faire une sorte de compagnonnage, d'aller chez des gens ou des structures qui font, de comprendre un peu comment ça marche, d'apprendre une méthode, peut-être plusieurs méthodes, et puis après, en fonction de ça, peut-être j'aurai une idée de ce que je veux faire, quel est le type de design qui m'intéresse, et puis d'avancer dans ce sens-là. Au début, quand j'ai commencé, j'ai toujours eu dans le travail, même encore aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'ai fait des études de design industriel, et après quand j'ai fait mes études d'art, à chaque fois j'ai fait des stages dans ces formations. À chaque fois, j'ai cherché, quand j'étais dans une formation, dans un stage, j'allais chercher, il me manquait l'opposé. Donc, si c'était dans une formation ou une expérience de stage professionnel technique, il me manquait le côté artistique. Donc, souvent, ce que je faisais après, je contrebalançais avec un besoin naturel d'aller faire une autre expérience plutôt à l'opposé artistique. Et quand c'était artistique, d'aller faire une expérience plutôt technique. Donc, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai pas mal travaillé sur des produits industriels pour Salomon, au niveau sportif par exemple. Et après, quand j'ai fini mon diplôme, j'ai eu la possibilité de faire un stage diplômant dans une structure qui faisait des téléphones portables, qui était un fleuron français à l'époque, qui s'appelait Alcatel, mais qui maintenant n'existe plus. Disparu des radars. Exactement, mais on était sur des approches assez intéressantes sur d'anticipation des usages du téléphone qui sont les pratiques d'aujourd'hui, mais c'était il y a 20 ans, quoi. Donc on travaillait avec des philosophes, des sociologues, des gens à différents niveaux techniques ou scientifiques très intéressants, et on essaie d'imaginer les usages de demain
Et ça a été extrêmement intéressant et on m'avait proposé de poursuivre là-dedans, mais plutôt dans une approche un peu plus sur le digital. Et ça m'avait intéressé, mais je trouvais ça un peu trop clivant. Donc suite à ça, je voulais un peu... j'étais intéressé par ce qui est le design de mobilier. Et donc j'ai choisi de partir à Milan. Je me suis dit en étant sur place, je trouverais quelque chose. Donc j'avais une opportunité pour rester quelques mois dans un studio. Et puis après, j'en ai profité pour prolonger ce séjour et avoir des expériences professionnelles plus longues, quoi. Donc ça a toujours été un peu une recherche, une curiosité en fait. Le parcours me semble linéaire comme ça, mais c'est toujours suite à des opportunités ou une envie de découvrir un secteur ou un champ du design qui pouvait m'intéresser ou qui me questionnait, quoi. Donc après, au bout de quelques années, au bout de 10 ans, on a un peu l'idée d'avoir fait, pas le tour, mais d'avoir un peu une expérience. On commence à se projeter en se disant comme on a une expertise, un peu un savoir-faire, soit on le met au service d'une autre structure, d'un autre champ peut-être à découvrir, ou alors on tente peut-être l'aventure de s'exprimer, peut-être, ou d'avoir quelque chose peut-être à dire, voir si ça peut fonctionner, quoi. Et alors, ça fonctionne ? Je dirais oui, ça marche. Après, on est dans un contexte, pour être très pragmatique et réaliste, en ce moment, c'est assez compliqué, quoi. Le contexte est assez compliqué de par le contexte économique, les tensions diverses et variées. Il y a des opportunités, mais là, en ce moment, on est un peu au ralenti, quoi. Ouais. On va revenir sur un peu plus votre métier de designer, mais vous avez aussi cette casquette de directeur artistique. Est-ce qu'on devient directeur artistique parce que justement on voudrait dire quelque chose au-delà de l'objet ? Quelle est la différence entre les deux en fait ? Les grandes différences et les grandes similitudes peut-être même. Moi, j'y suis arrivé par le biais de l'expérience, quoi. C'est-à-dire que souvent, au début, on a des expériences professionnelles où on a des entreprises qui souhaitent une réponse à un savoir-faire ou un produit qui leur manque dans le catalogue ou, je sais pas, un autre besoin. Donc, ils font appel à un designer pour avoir cette réponse-là matérialisée dans un projet ou un produit. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand on a fait le produit, objectivement, on se dit, bon, il n'est pas inintéressant, enfin, il n'est pas trop mal. Enfin, en tout cas, il répond aux besoins. Et il est ancré dans une actualité, dans une problématique qui prend en compte pas mal d'aspects au-delà du côté esthétique, mais commercial, de logistique, de réalisation, etc. Et quand on voit la marque, on trouve que les produits qui sont à côté, ils sont un peu en décalage. Ou alors l'identité de la marque, elle colle pas du tout, quoi. Enfin, il y a un décalage. Des fois, c'est un peu comme être habillé en haut, on a un costard et en bas, on a un short. Et donc, on se dit, le produit, il est bien, mais tout l'environnement autour, il va pas. Et donc, on propose de les aider un peu, peut-être à coordonner tout ça, soit sur l'identité de la marque. Donc, ça commence par les photos. Puis après, on a envie de changer le logo. Et puis après, la façon de présenter ces photos et ce logo, on arrive vite sur la présentation, la communication, le site internet, etc. etc. Mais en fait, de manière tout à fait empirique, quoi. On accompagne la marque et on devient un peu directeur artistique. Donc après, en multipliant un peu les expériences de ce type-là, on commence à préciser un petit peu cette expertise. Et voilà, c'est assez intéressant. Donc je ne suis pas comme un directeur artistique, comme certains qui ont cette posture ou qui sont par expérience vraiment, qui développent une identité, un style ou comment dire, qui ont une ligne directrice assez marquée, qui sont uniquement dans cette posture, dans ce type de travail. Moi, j'arrive plutôt par le biais par le fond, on dirait, par le produit en soi, et après, l'idée, c'est de créer l'univers autour, quoi. Donc, c'est une autre approche différente. Oui, et en plus, vous le faites en tant qu'indépendant, vous n'êtes pas forcément intégré à la marque. Ouais. Mais ça, il y en a beaucoup de directeurs artistiques qui sont de ce type-là. Alors après, je cherchais des compétences, parce que je ne fais pas tout, je cherchais des photographes, des gens qui font de l'aménagement, ou des stylistes, ou des graphistes, etc. Et tout ça. Donc après, voilà, on a une équipe un peu vertueuse, et puis en fonction des projets, c'est pas les mêmes personnes que l'on va chercher. Et vous pouvez nous donner des exemples de marques pour qui vous avez fait ça ? Ou vous faites ça ? J'avais fait ça pour Bosque, entre autres, qui est une marque dans les Landes, où on avait développé une identité autour du... C'était une marque qui faisait des chaises, qui était basée dans les Landes au début. Et l'idée, c'était de développer une identité de marque un peu de mobilier qui soit ancrée
dans la région, identifiables. Donc c'était différent d'Alki, mais un peu dans la même lignée, qui soit un peu reconnu comme mobilier rustique, assez simple, mais quand même bien réalisé, avec une petite touche design, c'est-à-dire sur un petit détail, c'est une façon de faire. Là, c'est du mobilier qui était tapissé, donc des assises et des banquettes. Donc ça, c'était intéressant. Après, sur un autre principe, sur une autre société qui s'appelle L'Eau-des-Chers, qui est en Normandie, qui travaille le parement mural avec des solutions en bois, donc des solutions acoustiques. Là, on est arrivé avec ils avaient un besoin, c'est intéressant, c'est une autre approche, avec un besoin pour designer un peu leurs produits qui sont des clins en bois, qui sont des éléments, comme des barreaux en bois qui sont alignés. C'est assez décoratif, dans différentes couleurs, et dans lequel derrière ils mettent une sorte de mousse acoustique. Et ils avaient une machine qui avait un gros potentiel et ils souhaitaient faire des choses un petit peu plus poussées parce qu'en fait ils avaient un problème, ils subissaient pas mal la copie en fait. Et donc ils voulaient un peu pousser cette machine pour faire des choses techniquement un peu plus élaborées et qui soient plus difficiles à plagier ou à copier. Et donc en fait on a leur machine, on l'a hackée. C'est-à-dire techniquement, on a modifié sa capacité à travailler. Du coup, on a sorti des pièces un peu spéciales. Et à partir de là, ça a donné vraiment un vocabulaire design assez intéressant et assez poussé. Et donc, forcément, après du produit, il fallait retranscrire ce côté innovant tout autour du travail du bois, etc. Et tout ça. Donc après, on a coordonné l'ensemble de la marque, que ce soit du logo, sur la photo, etc., pour la mettre à un niveau de positionnement qui dégage quelque chose d'assez pointu, assez haut de gamme. Oui, parce que quand on est DA, d'un côté, on vient vous chercher peut-être un peu pour réveiller la marque et en même temps, il faut garder l'âme de la maison. C'est votre challenge un peu à chaque fois ? Moi, on vient plutôt me chercher pour d'abord faire le produit. Et après, vous rentrez par le produit. Voilà, exactement. Je rentre par le produit et puis après, j'essaie de leur expliquer que pour que le produit puisse fonctionner, il faut que l'univers autour il soit suffisamment cohérent pour porter celle-ci et faire en sorte que le client final ou autre qui s'intéresse à la marque, il sente qu'il y a une forme de cohérence intrinsèque à tout ce qui peut retranscrire à celle-ci, quoi. En termes d'innovation, de sérieux, de qualité, et les mettre dans des standards d'expression qui sont reconnus aussi à l'étranger, quoi. Parce que des fois, les entrepreneurs, enfin, c'est un autre sujet, mais beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont pas une vision complètement globale de leur marque, peu le sont. Et donc, souvent, il faut les accompagner, ça veut dire aussi psychologiquement aussi, parce qu'ils ne sont pas sûrs des champs où ils veulent aller. Et comme ils sont un peu limités, certains, sur le secteur dans lequel ils sont, ils peuvent être un petit peu cloisonnés et s'intéresser qu'à leurs problématiques commerciales. Donc nous, en tant que créateurs et en faisant des salons, en allant voir différentes choses, étant inspirés par l'architecture ou d'autres champs, on a une vision globale qui est je pense, intéressante à leur proposer pour qu'ils fassent en sorte qu'on les accompagne pour positionner leur marque sur ce type de standard, quoi. Ouais. Voilà. Et vous, alors, donc là, on a compris que vous rentrez par le design, en fait, par l'objet. Quelles sont les étapes aujourd'hui de votre métier ? Vous pensez, on va expliquer même à quelqu'un qui ne connaît pas forcément comment travaille c'est quoi être designer aujourd'hui en 2026 ? Vous devez imaginer des produits que vous allez proposer à des marques. Vous faites des produits, on va revenir, vous, pour vous. Comment ça se passe, en fait ? C'est une bonne question. Comment ça se passe ? En fait, il y a plusieurs choses. Ça dépend déjà du designer, je pense, ou du créateur. Donc certains sont très spécialisés. Je pense à des confrères qui sont plutôt qui sont très spécialisés dans l'assise, par exemple. Leur truc, c'est l'assise, donc ils sont assez performants là-dessus. C'est un sujet en soi, c'est une architecture, la chaise, c'est une vraie problématique. Et après, donc en fait, on est inspiré par ce milieu-là et on parlait l'approche technique ou l'approche des matériaux, etc., quoi. Moi, en ce qui me concerne, je suis assez curieux, donc il y a pas mal de champs qui m'intéressent et j'avoue que des fois, c'est un peu, c'est un peu aliénant parce que j'essaie de me canaliser, mais tout peut être sujet à projet, en fait, quoi. Donc autant je peux être inspiré et admiratif d'entreprises qui font par exemple des chaises et qui ont des techniques assez poussées, et donc je vais étudier ça et j'avoue que ça me stimule pas mal l'esprit et créativement. Et après, comme je m'intéresse
bon, depuis toujours un peu à l'histoire du design, au côté narratif, aux arts, etc. J'arrive à le recroiser avec pas mal de choses. Mais après, ça peut me lasser, en fait. Donc, en général, comment ça se passe pour en revenir au sujet? On regarde un peu ce qu'il y a, on voit un peu les savoir-faire. Des fois, ça peut être un sujet historique ou une pièce qui a déjà été réalisée, je sais pas, il y a un siècle ou deux qu'on souhaite revisiter. On peut passer, donc ça peut être des idées qui dorment ou qu'on a un peu dans un coin, qu'on esquisse souvent comme ça, des idées à faire un jour. On a plein les tiroirs, souvent plein les carnets. Et puis un jour, il y a un éditeur qui arrive et puis qui nous propose par exemple une assise ou un projet qu'on a mis dans un coin de sa tête ou sur un carnet. Moi, c'est plutôt les post-it en fait. Et qu'on sort, enfin qu'on a en tête. Et un jour, il y a le client, on se dit, ça peut matcher cette idée-là avec ce client-là finalement, parce qu'il a le matériau ou parce qu'on a envie d'exprimer ci ou ça. Et donc là, on rentre techniquement dans des formes de propositions qu'on lui soumet par des dessins ou des illustrations, on fait en 3D à partir de logiciels, etc. Ou des maquettes aussi, tout simplement en papier. Voilà, donc ça peut être par ce biais-là. Et puis après, on a des intentions, quand on est un créatif, enfin, je sais pas, c'est un peu mon approche. Après, d'autres font autrement, mais en général, on a plein d'idées, quoi. Ce qu'on réalise, c'est peut-être 5% de ce qu'on a le temps et ce qu'on pourrait faire. Donc on a toujours plein d'idées. Donc quand il y a une opportunité où on a un peu de temps, où on trouve que c'est le moment de le faire, on se dégage un peu de temps pour pousser une idée qu'on réalise, qu'on fabrique des fois, parce qu'on a envie de la coucher. Parce que des fois, il y a des éléments, comment dire, il y a des impulsions un peu prégnantes où on a des projets qu'il faut qu'on accouche parce que ça peut être un peu obsédant par moment, quoi. Donc il faut qu'on les sorte, d'autres un peu moins, mais d'autres on se dit c'est une bonne idée, il faut la sortir maintenant et puis peut-être qu'il y a un truc à faire. Donc après, soit parce qu'on a déjà rencontré quelqu'un où il y a une opportunité derrière, on se dit c'est le moment de le faire vraiment, ou soit parce que c'est bien aussi de faire des projets qui ne sont pas forcément dans une attente commerciale ou autre, et même d'avoir des approches un peu plus artistiques, donc faire des dessins. Donc c'est souvent... ce qui est compliqué, c'est d'arriver à gérer le temps créatif avec les opportunités concrètes, quoi. Oui, parce qu'après, vous allez le proposer. Votre petite obsession, là, que vous avez un exemple, par exemple? Votre dernière obsession, là, c'était quoi? Là, par exemple, c'est cette collection de lampes que j'ai faite que j'ai lancée il y a 3 ans. En fait, voilà, pour raconter le cheminement, j'avais un client qui était venu pour faire des accessoires autour de bougies parfumées. Bon, une marque un petit peu connue en France. On fait pas mal de propositions. On est sorti... je suis un peu... productif en termes de... Quand j'ai un client qui souhaite un projet, je ne sais pas faire un seul projet, j'en propose beaucoup, parce que ça me stimule, parce que j'ai un peu submergé par pas mal d'idées. Elles ne sont pas toutes bonnes, hein. Mais il faut que je sorte un peu tout ça. Et ce que je fais, en général, après, je suis assez critique par rapport à mon travail. Je ne me suis pas m'auto-congratuler ou moi satisfaire. Donc en fait, j'ai besoin de sortir tout ça pour me dire qu'à la fin, je prendrai le moins pire. Et donc dans le moins pire, je me dis il y a 2-3 idées qui sont peut-être pas trop mal à explorer, tout en sachant que des fois, je lui en soumets même certaines que je trouve pas forcément intéressantes, mais des fois, ça provoque aussi, dans l'échange avec le client, ça peut provoquer une discussion qui peut être intéressante et dans laquelle il peut s'approprier le projet et après, on peut le revoir, on peut le travailler, quoi. Et donc, pour en revenir au départ, j'avais proposé plusieurs projets à ce client et très peu ont été pris. Puis il y en a d'autres, qui sont restés, que j'ai prototypés, qui sont restés. Et puis voilà, en travaillant sur un autre projet, j'avais la maquette qui était à côté de moi. Et puis en la retournant, en changeant le pied, en mettant un autre truc par-dessus qui traînait sur mon bureau, je me disais ça pourrait faire une lampe. Et puis après, je cherchais un matériau translucide. Alors le verre, ça ne permettait pas de faire des formes assez radicales, assez marquées. Et je me suis dit, il faut que je trouve un matériau qu'on puisse tourner, qui soit assez facile. Et là, j'avais vu un truc autour de l'albâtre. Je trouvais que c'était un matériau assez pertinent. Et donc à partir de là, de cette idée, de cette maquette, je me suis dit, il faut que je trouve un autre registre, pas qu'elle ne soit pas toute seule, qu'elle ne soit pas orpheline, parce que j'aimerais bien la proposer, qu'il y en ait plusieurs.
Donc j'en avais dessiné 2-3. Je regardais un peu le savoir-faire, un peu comment on pouvait fabriquer des pièces tournées. Donc il y a un registre, un vocabulaire, et je voulais quelque chose qui soit assez radical par rapport aux matériaux, où il y a ce côté organique, il y a du veinage, c'est assez organique, et donc je voulais une forme assez radicale qui contraste avec ce type de forme. Donc j'ai fait quelques pièces, et puis je les ai exposées. Je trouvais que c'était pas trop mal, ça donnait un truc qui était assez intéressant, et puis surtout je voulais voir les réactions quelles étaient, quoi. Donc c'était assez bien reçu. Puis voilà, j'en ai fait d'autres, et puis je me suis dit là il faut faire une collection, et comme ça je peux le présenter d'une certaine façon. Et donc voilà, et je suis parti avec ça, et je me suis dit, j'avais déjà lancé une sorte de marque avec un ferronnier d'art dans une collaboration. Là, je voulais faire quelque chose où je gérais ça mais seul, et avec un monomatériau pour des raisons de process, de fabrication. C'est plus pratique d'avoir un seul matériau dans un objet que d'en avoir plusieurs. C'est pas pour le style qu'il n'y a que de l'albâtre. Non, il y a une raison pratique, ouais. Et là, donc, vous avez, ça s'appelle Opsarae, c'est ça ? Obscurae. Obscurae, n'importe quoi. Mille excuses. Obscurae. Obscurae, comme Pourquoi obscur. j'ai noté Opsarae, d'accord. C'est un peu dyslexique, ça c'est mon nom. Peut-être mon nom vous a peut-être perturbé. Oui, non, je ne sais pas, désolée. Et là, donc, vous préférez lancer votre propre marque, finalement, de luminaires. Ce n'est pas une collection, c'est une marque. C'est une sorte de marque collection. Marque collection, plutôt que... Et alors, pourquoi pas la présenter à une marque, justement ? Il y a des raisons économiques. Enfin, je fais pas mal, la plupart des objets que je fais en termes mobiliers sont chez des éditeurs. On est rémunéré avec des royalties. Et donc, on touche un petit pourcentage. Voilà. Donc, j'en ai pas mal de projets comme ça qui sont chez des éditeurs où je touche un petit peu de royalties. C'est pas foufou, mais bon. Et puis, l'idée d'avoir quelque chose qu'on développe soi-même. C'est aussi une aventure d'être dans l'édition entrepreneur, en fait, dans ce registre-là. Ça paraît assez simple comme ça, mais c'est un petit peu complexe parce qu'on fait plusieurs métiers en même temps. Il y a à faire le design, la partie créative et une petite partie. Après, il y a le suivi de production, il faut aller voir les fournisseurs. Après, surtout la partie logistique. Après, il y a toute la partie économique et surtout commerciale. L'identité, les photos à faire suivre, le site internet. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez prenant, mais en même temps, il y a une satisfaction de gérer un produit du début jusqu'à la fin, jusqu'à le livrer ou à collaborer avec des architectes et faire des projets sur mesure. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, ça prend du temps, mais la rétribution aussi, elle est plus conséquente. Donc, c'est la curiosité, je dirais, de tenter une aventure créative et à la fois entrepreneuriale autour d'un produit. Parce que souvent, en fait, si on fait un produit, quand on va destiner sur un bureau d'études ou un truc comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va prendre le relais, la réalisation, avec un éditeur, la commercialisation, etc. et tout ça. C'est bien, mais je trouve que c'est intéressant de se confronter à cette forme de réalité plutôt que d'être un designer un peu hors sol, quoi. Donc c'est vous qui faites le commercial de vous-même ? Ouais, oui. Et comment ça se passe ? C'est pas évident parce qu'en fait, c'est pas mon métier, quoi. Il faut être honnête. Et puis surtout, c'est un travail de longue haleine, de réseau. Donc il faut avoir les clés, passer par les bonnes personnes pour accéder aux bonnes opportunités. Mais ça s'apprend. Après, là, je commence à travailler avec des gens qui m'aident sur cette partie-là. Donc ça complète et ça permet de me présenter un petit peu mieux aussi également, quoi. Ce sont des luminaires qui sont vraiment très beaux. Je mettrai des photos sur Instagram. Et ils sont éteints, là. Ils sont éteints. Je peux les allumer. Donc ils sont très beaux éteints, ce qui est quand même sympa aussi pour un luminaire qui soit beau éteint. Et en fait, il vient d'où l'albâtre ? Parce que l'albâtre, c'est ça, ça fait passer la lumière. C'est plus translucide que du marbre, c'est ça ? Oui, c'est une pierre, c'est un gypse, c'est un base calcaire. Et c'est alors on en trouve dans l'Antiquité. Il y en avait les objets qui étaient les premiers réalisés, ça venait d'Égypte, surtout des petites statuettes. Et c'était assez facile à travailler, c'est pour ça en fait au début. Après, les Étrusques, ils ont fait pas mal d'objets, de petites figurines aussi également. Donc là, parce qu'en fait, là où il y a le savoir-faire, c'est très simple, c'est parce qu'il y a du matériau. En fait, les gens travaillent des matériaux qu'ils ont sous la main. Donc les Étrusques ont fait pas mal d'objets en albâtre parce qu'il y en a en Toscane, mais elle est un peu particulière, elle est un peu dure, etc. Moi, je ne l'ai pas vue, mais c'est ce que les spécialistes m'ont raconté. Et après, dans la région en Espagne, Saragosse et Aragon, Catalogne,
Il y a aussi de l'albâtre et c'est la plus blanche et la plus pure, quoi, la plus intéressante à travailler. Alors, là où je suis allé, j'ai trouvé les artisans, c'est dans une région en Aragon où en fait ils ont extrait de par le passé l'albâtre, mais elle n'était pas d'aussi bonne qualité que celle qui vient de Saragosse, qui est à 200 km. Donc celle-ci se la font ramener. Et en fait, le savoir-faire qu'il y a dans cette zone-là, ça remonte au Moyen-Âge où ils faisaient pas mal d'objets, de figurines aussi, ou des conques ou des vasques pour beaucoup tout ce qui était religieux. Et après, dans les temps plus contemporains, plutôt des luminaires quand c'est arrivé à l'après-guerre et tout ça, quoi. Et sur le procédé créatif, là, on est dans votre, comment on dit, atelier, showroom. Mon antre. Votre antre. Mon atelier, oui. Tout se passe ici ? Non, pas tout, ça j'ai fait. Non, parce que l'albâtre, ça dégage une poussière de dingue. Non, ça c'est réalisé là-bas, je les reçois ici. Je les assemble parce qu'elles sont en plusieurs parties, donc je les fixe ensemble, puis je les équipe électriquement. Et les seules choses que je réalise ici, ce sont des maquettes ou alors le miroir qui est au mur, là, qui est en métal, que je reçois en plusieurs parties et que j'assemble ici aussi, moi-même. Ouais. Et comme vous dites, vous êtes multicasquette, donc quelle est la part créative qui reste dans votre vie ? C'est quel pourcentage à peu près ? Ou dans une journée même ? Bah, c'est beaucoup. Ça reste important ? Ouais. Ah. Bah, je sais pas, je pense que tous les créatifs, c'est un peu ça. On pense son métier au quotidien, quoi. Parce que dès qu'on sort, tout est lumière, couleur, architecture, forme, un projet qu'on a en tête, que on le travaille de manière, je sais pas, passive, mais en tout cas on y pense tout le temps. Un musicien, je pense, c'est pareil, tout est musique, ou un écrivain, voilà, il pense à des formules, il prend des notes. Donc on vit son métier, c'est une passion. Ouais. Et à quel moment vous savez que votre projet est juste et qu'il faut s'arrêter de faire des essais ? Jamais. Ça, je sais pas, certains sont convaincus, moi je suis jamais sûr que mon projet il est bien à un moment donné. Donc vous n'êtes jamais satisfait ? Non, sur le moment, non. Après, un peu, des fois, je me dis, ouais, c'était pas si mal. Mais c'est pas... ça me vient pas... c'est une histoire d'éducation, hein, mais ça me vient... Il y a 2-3 projets, je me dis, ouais, je me dis des fois, là, je vois que ça... il y a un truc qui claque, là, ça marche bien, quoi. Mais c'est pas souvent, quoi. Il faut du temps. Mais c'est quoi ? C'est une question de confiance ou c'est une question que tous les créatifs, de toute façon, ils ont envie de pousser Bah oui, c'est toujours. ça, je pense. C'est jamais assez bien. Enfin, si on veut... c'est le challenge qui fait qu'on se pousse au plus haut ou au mieux, quoi. On voit quand on a une pièce... Des fois, c'est la première idée la bonne, mais pour en être sûr, faut essayer de prospecter un petit peu autour, quoi. Et après, on y revient, on se dit, finalement, la première idée est pas trop... Mais je n'en suis jamais convaincu, jamais satisfait ou jamais sûr, quoi. Et c'est là qu'en travaillant avec une marque, peut-être, elle permet de mettre un cadre et de s'arrêter et de dire on retient cette idée-là, ou pas forcément. C'est quand même vous qui avez le dernier mot quand vous présentez, vous travaillez avec une marque. C'est compliqué avec une marque, parce que ça dépend. En fait, on travaille avec une marque, mais on travaille avec des gens, surtout. Et alors là, c'est un vaste sujet, quoi. Parce que ça peut être un entrepreneur qui a une vision qui est intéressante et qui est innovante et on comprend là où il veut aller. Et donc là, on a une vision, on adhère à sa vision et on va dans le même sens. Après, on peut avoir des gens qui sont spécialités, on ne va pas les nommer, mais marketing, qui ne connaissent pas forcément. Enfin, eux, ils sont des problématiques très terre-à-terre et court-termistes. Et ils sont influencés par ce qu'ils ont vu. Et ils essaient de nous orienter dans ce sens-là. Et au bout d'un moment, il faut un peu plus, presque plus la partie créative. Ils pensent que c'est eux de la faire que nous. Donc, en fait, ils vont nous brider, tout en souhaitant avoir quelque chose qui soit dans notre propre expression, mais qu'ils ont complètement contraint. Du coup, on essaie d'apporter une solution qui est un espèce de mouton à 5 pattes et qui n'est pas forcément idéal. Et en général, je ne suis pas convaincu qu'elle fonctionne parce qu'ils ont tellement bordé et en cherchant à avoir une solution sécurisée, et alors qu'ils voudraient quelque chose qui soit le produit innovant d'après d'eux-mêmes, et ils ne mettent pas les éléments qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Donc souvent, c'est la rencontre qui fait le projet. Et j'avais fait des projets, quelques résidences par le passé avec des artisans.
Et donc, c'était intéressant. Et ça m'avait appris sur moi-même ma façon de travailler aussi. Et donc, j'étais sollicité au début par pas mal d'artisans qui souhaitaient qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc, ce que j'ai fait au début, avant de leur présenter un projet, spontanément, j'avais envie de passer du temps avec eux. Donc, on avait mangé ensemble, on s'était baladé, on a pris des coups, on a bu des coups ensemble, etc. Et tout ça. Et je voulais voir un peu au-delà de la motivation et des attentes, comment ils étaient en termes d'individus. Voir s'ils étaient assez malléables, pas pour les adapter à ce que je voulais, mais voir s'ils étaient capables d'accepter un challenge et s'ils avaient la capacité de pouvoir se questionner et de pouvoir imaginer, avoir la capacité d'imaginer autre chose et de laisser ouvert des portes vers lesquelles on aurait pu, on peut tenter l'aventure à deux, quoi. Parce que c'est vraiment une aventure, faire le design. En fait, quand je fais des lampes, je suis assez libre, je peux faire un peu ce que je veux, mais quand je travaille pour une marque, il faut qu'on ait une collaboration et il faut qu'on ait une entente commune, quoi. Et je trouve que c'est important qu'il y ait une forme de respect du créatif, tout comme le créatif, avoir un respect pour la marque, faire quelque chose qui soit cohérent. Et ce lien, il est important et le projet, il doit ressortir de cette résultante, il faut qu'il soit tangible, quoi. Donc c'est un peu tout ça. Donc l'aspect humain est hyper important. Et en général, je me fais vite une idée de la personne, maintenant par expérience, au début, c'était pas le cas, mais j'ai appris, de la personne que j'ai en face et je sais à peu près jusqu'où on va pouvoir aller ou pas, quoi. Donc des fois, il y en a... certains, c'est un peu un bras de fer, quoi. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que ça, des fois, on dépense, comme dans toute relation professionnelle, on dépense beaucoup d'énergie pour arriver à un résultat, alors qu'on pourrait le faire tout simplement en se faisant confiance, quoi. Voilà, bon. Et en même temps, vous travaillez beaucoup seul ? Oui. Enfin, j'ai des assistants, mais pour en fait, créer tout ça, vous avez besoin... Vous travaillez comment ? En musique, concentré Ah oui, musique, ouais. Parce qu'il faut que je sais pas, c'est stimulant. Toujours été habitué à travailler avec de la musique ou écouter de la musique. Ça permet de, je sais pas, je trouve que ça libère l'esprit, ça permet d'être dans un univers un peu, c'est agréable, quoi. Et à des horaires de travail ou comme vous dites, vous y pensez tout le temps, donc vous pouvez aussi y penser à 22h et il n'y a pas d'heure. Le week-end, le dimanche à 15h. Non, le meilleur truc, je trouve, c'est, je dors pas beaucoup, c'est comme ça, c'est pas une contrainte, j'étais un petit dormeur. L'idéal, c'est dès que je me réveille, je suis assez opérationnel. Et en gros, je sais pas, la nuit, ça laisse décanter pas mal de choses. Et au réveil, je suis assez efficace. Donc tout arrive un petit peu organisé et synthétisé. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est le meilleur moment. Le soir, je suis un peu saturé, mais le matin, c'est... Et tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas de carnet, vous écrivez sur des post-it, beaucoup de post-it. En fait, comment vous faites après pour les fait, garder Vous avez des cahiers de post-it? Non, mais en fait, j'ai un carnet en me disant il faut que je sois organisé, c'est bien. On en fait comme tout le monde. Enfin, quand je vois certains, ils dessinent dans des carnets, je suis assez admiratif. Ils dessinent, ils sont propres, nickel et tout. Et en fait, donc j'ai un carnet pour essayer de me rassurer par rapport à ça. Mais en fait, je gribouille le moindre papier que j'ai sous la main. J'ai une idée, je gribouille dessus. Et donc, j'ai plein de bouts de papier. Et finalement, le carnet, il me sert à mettre les bouts de papier ou les post-it ou autres dedans, mais il ne sert pas à dessiner à proprement dit, quoi. Je pense que ça me permet... C'est plus un classeur, le carnet, que... Mais sinon, beaucoup d'idées que je les esquisse. Souvent, c'est pas pour faire c'est pas pour dessiner l'objet, que je dessine sur un post-it, mais c'est pour me le remémoriser. En fait, elle fait beaucoup plus de conception plutôt mentale, je dirais, que par le papier. Je dessine aussi, mais c'est plutôt dans la tête que ça se fait, je trouve. C'est quoi SB26 ? SB26, justement, c'était ce que j'avais créé avec un ferronnier d'art. C'était une marque, on s'était rencontrés sur un projet, une rencontre lors des D-Days, où alors les années précédentes, un designer choisissait un artisan pour réaliser un objet. Et là, quand je l'avais fait, ça faisait 5 ans déjà qu'ils avaient lancé ce projet, cette initiative. C'était l'artisan qui choisissait un designer. Et donc, il s'appelait Bruce, enfin il s'appelle toujours Bruce. Et donc, on s'est rencontrés sur ce projet-là et on a fait une lampe. Et donc, SB26, on a travaillé ensemble comme ça au début. Et après, on voulait avoir une identité qui nous rassemble. Et donc SB26, c'était Samuel, Bruce, et 26, c'est le numéro atomique du fer.
Ouais. Pardon, je ne savais pas. Ouais, non, c'est un peu, ça fait compliqué, comme c'est pas facile à retenir. Mais bon, voilà, c'est ça l'explication de ce terme technique. Vous avez certaines pièces qui sont rentrées au Mobilier National. Ouais. Comment on rentre au Mobilier National ? Comment ça se passe ? Il y a deux possibilités. Il y a les acquisitions, donc chaque année, qui ont été lancées par Hervé Lemoine et qui a bien rafraîchi la maison, et qui l'a rendue plus accessible, qui a ouvert les portes et tout ça. Et donc, il a lancé des acquisitions qui permettaient d'acheter des pièces de créateurs, des jeunes, des moins jeunes ou des confirmés. Vous êtes jeune ou moins jeune, vous ? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que je suis jeune encore, mais d'autres, ils me disent qu'il y a une réalité. Il faut accepter au bout d'un moment que le temps passe, quoi. Mais bon. Mais quand on est créatif, on voit pas le temps passer. On a toujours des idées. Je pense que ça maintient dans une forme de stimuli, de dynamisme, etc. Donc ça, je trouve que c'est un des avantages du métier. Mais après, on a des idées qui sont après marquées par les inspirations, le temps par lesquels on est passé. Mais non, donc oui, il y a deux aspects pour entrer au Mobilier National. Il y a les acquisitions, donc c'est une sorte de concours qu'ils font chaque année. Là, c'est actuellement jusqu'au printemps. On propose des pièces. Après, il faut que ce soit des pièces en édition limitée, celles-ci. Et puis après, pour les besoins du Mobilier National, d'usage, ils ont besoin de pièces pour équiper les ambassades, les bâtiments institutionnels, etc. Et tout ça. Donc, ils peuvent acheter des pièces d'édition ou à des designers des pièces uniques sur certains éléments. Donc, je suis rentré par les deux biais, quoi. Vous êtes fier ou ça... Ah bah ouais, c'est sympa. Le Mobilier National, c'est une institution assez singulière d'État. C'est assez unique. Je pense qu'on doit être le seul pays à avoir ça. Et ça, c'est une forme de mécénat, et puis ça permet d'équiper des bâtiments prestigieux, quoi. Donc non, c'est bien, c'est une forme de reconnaissance, je pense. Ça veut dire qu'on arrive à faire quelque chose qui puisse rentrer là-dedans. C'est une étape dans le métier, dans la profession. Je trouve que c'est pas trop mal. Ouais. Je fais du coup une parenthèse auto-promo, mais j'ai interviewé Hervé Lemoine là en décembre et j'invite les auditeurs, s'ils découvrent le podcast grâce à vous, d'aller l'écouter. Franchement, c'est un super épisode où il explique justement comment il rafraîchit en fait aussi le Mobilier National. C'est une personne, il a une vraie vision qui est hyper intéressante. Ouais, c'est quelqu'un qui est très intéressant et une vision sur pas mal de savoir-faire français. Et l'écouter parler quand il a plein de références, c'est extrêmement passionnant. On parlait là des jeunes, la nouvelle génération un peu. Le mot durable est un peu partout. Pour vous, c'est quoi ? C'est du marketing ou c'est vraiment c'est un vrai sujet de conception ou qu'est-ce que vous en pensez ? Au début, c'était du marketing et puis maintenant, c'est évident, quoi. Donc, il faut qu'on en parle tous les jours, qu'on puisse recycler, savoir ce qu'on va faire des matières, des déchets, etc. Et tout ça. Mais c'est par moment, on l'oublie un petit peu. Puis après, le sujet, c'est un peu fourre-tout. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire du durable, il faut vraiment faire une analyse de fond sur les produits, sur les procédés, etc. Et tout ça. Des fois, on regarde que la finalité, on ne regarde pas comment ça a été fait à différentes étapes. Donc déjà qu'on en parle, c'est déjà pas mal. Aller au bout des choses, c'est un sujet qui est encore, on n'y est pas. Mais d'avoir la problématique ou d'en parler, c'est déjà, même si c'est pas complètement satisfaisant, c'est déjà beaucoup, je pense. Il faut aller un peu plus loin, quoi. Mais... Est-ce qu'on consomme trop de design ? Il y a un peu un débat aussi autour de ça, finalement on produit beaucoup aussi. Ça dépend quel type de design. Si c'est du design jetable, c'est une problématique. Si c'est du design qui peut être fait avec des produits qui sont pas hyper clean, des résines, des plastiques, mais la pièce, on va la garder pendant 30-40 ans, et puis elle a une valeur où elle peut être vendue, et donc on va perdurer. On n'est pas dans un produit de masse, là, quand même. On est dans un produit qui peut être un peu élitiste ou un peu singulier, mais l'impact sur l'environnement est plus modéré que des choses qui sont jetables. En plastique, qu'on va retrouver un peu partout, dans la mer, etc. et tout ça, quoi. Donc c'est ça. Et puis après, maintenant, certains plastiques, on les travaille pour qu'ils soient plus facilement réintégrables dans d'autres types de produits ou de matériaux. Par ici, c'est pas non plus dingue, mais c'est déjà un petit peu mieux, quoi. On parle aussi beaucoup de l'IA. Est-ce que ça a un impact dans votre métier ou pas du tout ?
Alors j'avoue que ça me questionne énormément, quoi. Sur déjà l'avenir de mon métier. Déjà, je vois que ça grignote sur pas mal d'autres métiers créatifs. Le mien, oui, c'est utilisé. J'ai des amis qui l'utilisent. Moi, je l'utilise pour l'instant que sur le texte, pas trop sur les visuels et tout ça. Et j'ai regardé en décembre dernier, j'ai un ami qui fait beaucoup de visuels qui commence à faire des visuels avec de l'IA, et j'avoue que j'étais assez bluffé. Donc il utilise des outils qui vont plus loin que Nano Banana et ChatGPT. Il a un ordinateur, bref, il a monté tout un truc. C'est assez dingue. Et sur quels aspects ça pourrait prendre votre... Tout. Mais... Tout. Ah ouais. Ouais, ça peut permettre de dégager des concepts, des idées, des ébauches de projets qu'on soumet. En fait, l'IA, c'est un peu comme avoir une équipe autour de soi. Donc, on peut l'utiliser comme un conseiller juridique, un conseiller comptable, un conseiller en style, une équipe de stagiaires qui peuvent faire dégrossir des idées, des concepts, faire des tendances, etc., etc. Donc, quel que soit le besoin, on peut être aidé et épaulé par l'IA. Après, alors, en étant... on est une génération, on en parlait avec confrères et consoeurs de designers. Nous, on est un peu une génération un peu charnière parce qu'on a commencé par le crayon, les aplats gouachés, les feutres, etc. et tout ça. Après, il y a eu l'ordinateur, donc on a commencé à travailler l'illustration digitale. Après, la construction en 3D, faire des images photoréalistes. Maintenant, elles se font toutes seules quasiment, quoi. Et on suit toute cette étape de processus de création de côté organique jusqu'au côté digital et avec l'intelligence artificielle. Là, je me questionne, ça va être la génération suivante ou les prochaines. Qu'est-ce que ça va être que créer? Est-ce qu'il y aura encore vraiment une émergence ou une intention humaine derrière? Tout ça, bon, voilà, ça me... Donc je me dis, le seul truc pour résister à tout ça, c'est peut-être un peu ce que je fais à travers les lampes et tout ça, c'est peut-être de faire quelque chose qui est avec ses mains et avec de la matière. C'est le seul truc où on peut encore résister par rapport à ça. Encore un petit peu, peut-être avant que ce soit fait par des machines intégralement avec des bras robotisés. Mais peut-être faire des choses avec les mains, c'est ce qui peut encore authentifier la création. L'IA, en fait, elle utilise ce qu'on lui donne, quoi. Donc elle a une capacité à retranscrire assez facilement les choses. Donc elle synthétise. Il suffit que juste qu'on lui demande ce que l'on souhaite ou on l'oriente et elle fait des propositions, quoi. Donc si on la pilote assez bien, on peut aller précisément sur des choses. Mais voilà, après il faut. Est-ce qu'au bout d'un moment, elle ne va pas être suffisamment intelligente pour peut-être être force de proposition elle-même? Parce que c'est ça la question, quoi. Pour l'instant, on est un peu au début. Ça marche, des fois il y a un peu des ratés, mais c'est quand même pas trop mal. Qu'est-ce que ça va être l'IA dans 5 ans, quoi? Dans 10 ans, dans 15 ans mon fils, il a 12 ans. Bon, je ne mets pas trop pour chercher des trucs sur l'IA quand il se pose des questions, encore, mais il va y arriver assez vite. Et il y a un scientifique là qui mettait en avant que les générations de demain vont être complètement débiles, quoi. Parce qu'en fait, elles vont être nourries par ce truc-là. Elles n'auront pas le besoin d'aller chercher ou de se poser des questions. Tout sera déjà, dès qu'on a une question ou autre, tout est prédigéré, pré-solutionné, quoi. Il n'y a pas de contraintes. Donc, je ne sais pas. Grand sujet. Et en parlant de dans 5, 10, 15 ans, vous, quelle est la pièce que vous rêveriez de faire, d'imaginer, de dessiner? Je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai encore la capacité de pouvoir faire des choses, quoi. Justement, s'il n'y a pas trop d'IA. Et qu'est-ce que vous ne feriez jamais? Qu'est-ce que je ferais jamais? Après, l'armement, tout ça, là, c'est un autre sujet qui ça me branche pas trop, quoi. Bon, même si c'est d'actualité, je peux comprendre que ça puisse m'être pragmatique. Bon, je vois pas ce que peut faire l'IA, mais bon, ça peut amener en termes d'usage. Non, ce que je ferais pas... Il y a des champs sur lesquels j'ai pas travaillé, jamais fait de véhicule. C'est pas un truc qui me passionne. Et puis le vêtement, ça pourrait m'intéresser, mais j'ai jamais eu l'opportunité, quoi. Mais non, sinon, tous les sujets sont intéressants, quoi. Et qu'est-ce qui vous passionne? Vous faites quoi à côté? Vos loisirs? Qu'est-ce que je fais à côté? Je m'intéresse pas mal aux arts, donc pas mal d'expos. Un peu tout, la peinture, l'architecture, tout y passe, quoi. Ça permet de nourrir le travail.
Donc, puis de voir les savoir-faire, je trouve ça assez passionnant de voir les gens qui ont une expertise, une passion comme ça m'alimente. Et puis après, j'aime bien le sport, donc je fais toujours du surf dès que je peux. Ça me permet de déconnecter et je trouve que c'est un élément d'équilibre, quoi. La mer, c'est une dynamique, ça change tout le temps. Il faut faire preuve il faut être humble parce que ça peut être assez dangereux dans certains cas. C'est bucolique, ça permet de se sentir libre aussi, je trouve. Donc malheureusement à Paris, je peux pas le faire tout le temps. On ne surfe pas beaucoup à Paris. Voilà. Mais j'y vais la semaine prochaine. Je descends souvent dans le sud-ouest, donc j'en profite à ce moment-là. Je prends ma dose. Vous prenez quoi ? Ma dose. Ah. D'Embrun. Je bascule sur vos goûts perso tranquillement. Quel objet chez vous raconte le mieux qui vous êtes ? Est-ce que vous avez des objets préférés ? Chez moi, en fait, non, pas trop. Est-ce que vous êtes matérialiste ? Si, des objets que j'ai chez moi, que j'aime bien, ce sont des masques. Mais c'est pas des objets que j'ai faits. Quel genre de masque ? Des masques contemporains. J'ai un masque de Bertian Pot, qui est un designer néerlandais qui avait expérimenté il avait fait des masques à partir de tricotins ou de fils qu'il avait tricotés ensemble. Il avait fait des masques, une collection qui était assez créativement, c'était assez dingue. On trouvait des inspirations un peu primitives, africaines, etc. Et puis on a fait des choses qui étaient très colorées et très modernes. Donc j'avais pas assez d'argent pour m'en acheter un il y a quelques temps, mais j'ai finalement réussi il y a quelques années. Donc j'en ai un chez moi. Et puis d'autres créateurs qui font des masques, mais qui sont très contemporains aussi. Ouais. Un designer qui est à Milan, que j'ai eu comme élève quand j'étais prof dans une école à Paris, qui maintenant est designer de mobilier et tout ça. Il avait fait une collection de masques qui était sympa, que j'ai acheté aussi. Et voilà, une autre créatrice qui travaille les masques pour l'opéra, et dont j'ai oublié le nom, ça ne me revient pas, je pourrais vous donner, et qui fait des masques avec des cheveux et des fibres synthétiques. C'est assez intéressant. Pourquoi le masque ? Je sais pas, je trouve que c'est un sujet d'expression. Je trouve que c'est quelque chose qui est de l'ordre de... quelque chose qui a traversé les siècles. Il y a toujours l'idée de... je sais pas, je trouve que c'est assez... le côté expressif, je pense. Il y a... Intriguant. Comment ? C'est intriguant. C'est intriguant, mais oui. Ouais. C'est mystérieux, un masque. On n'a pas parlé des prix, je voulais quand même le souligner, parce que vous avez reçu pas mal de prix. Mmh. Vous avez commencé par le Grand Prix de la création de la ville de Paris, pour l'ensemble de vos créations, de votre travail. On ne va pas tout lister, mais c'est important, cette reconnaissance. Je pense que ça permet de crédibiliser, de donner un sens crédible, tangible un peu à son travail. Pas si j'y cours après, mais en tout cas, où ça te permet, en tout cas par rapport au client, ça donne une garantie, quoi. Et puis je pense qu'on a besoin d'être rassuré aussi, donc ça permet de s'évaluer. Mais souvent les prix sont attribués aussi parce qu'ils sont présentés sur des concours, sur des choses comme ça, ou alors naturellement parce qu'on se propose. Après d'autres arrivent parce qu'ils ont été élus en tant que meilleur produit ou autre. Donc mais je sais pas, oui, ça fait plaisir, ouais. Ouais, je fais une parenthèse, vous me direz si vous avez envie d'en parler ou pas, mais moi, vous m'avez fait rire quand vous savez, pour le AD100. Ah oui. AD100, qui, je l'explique aux auditeurs, est une liste de 100 designers, créateurs qui sont soi-disant pour AD, les personnalités à suivre. Et vous, cette année, vous avez mis AD, vous l'aviez eu déjà, et cette année, vous avez fait un post Instagram, vous avez mis AD100, SANS, genre 100, vous ne l'avez pas eu. Non, AS100. AS100. Ça, c'est un autre architecte expliquez-nous qui a fait alors. ça. Ah oui, alors vous avez fait... moi, j'ai fait AS100, Ascoseberry Samuel 100. Oui, voilà, d'accord, oui, c'est ça. Et après, c'était As100, c'était que j'étais... je sais plus ce que j'ai raconté, mais que c'était pour dire que j'étais à fond sur l'année 2026, sur la création, quoi. Mais non, mais bon, ça c'est parce que c'est un magazine qui est un beau magazine avec une belle sélection, quoi. Et je trouve que les sélections précédentes, elles étaient plus larges et où il y avait beaucoup de métiers créatifs comme des architectes d'intérieur, plasticiens, designers et tout.
Et puis là, je sais pas, c'est à des 100, je sais pas s'ils sont 100, mais je trouve qu'ils ont réduit vachement leur champ et il y a moins de créatifs représentés. Donc bon, après ça c'est une histoire de... Il y a une direction artistique et puis ils décident qui doit rentrer dedans ou pas, quoi. C'est un petit milieu. Ouais, voilà, je pense que c'est un petit milieu, c'est un réseau. Donc, bon. C'est là où c'est un vrai sujet, c'est que maintenant, on parlait de design, maintenant, qui fait du design, quoi. Enfin, maintenant, on met plus en avant la décoration que le design. Et le design est représenté par un seul magazine qui est Intramuros, à la rigueur, où on voit un peu du design produit. Mais les gens, on les éduque pas suffisamment par rapport à ça. Maintenant, le design est devenu mobilier, déco, bougies, et c'est pas que ça le design, quoi. C'est quoi d'autre alors? Le design, c'est ce qu'on voit au quotidien. Ça peut être du mobilier urbain, ça peut être des éléments techniques, ça peut être de la déco, mais c'est pas que ça, quoi. Maintenant, on communique beaucoup sur cet aspect déco, et encore dans la déco, on montre maintenant que des architectes d'intérieur que je trouve qui sont plus des assembliers. Peu sont de vrais décorateurs. La plupart, beaucoup, en fait, prennent des choses, font une espèce de direction artistique où ils coordonnent, comme un ensemblier, ils coordonnent des éléments, des pièces avec des vocabulaires, soit des pièces d'art, soit du mobilier, avec une palette chromatique qui a été travaillée, avec un mood board, et puis un peu voilà. Donc je trouve créativement, je trouve pas ça hyper dingo, quoi. Et je trouve que des designers qui travaillent un petit peu, certes, hors sol et qui doivent créer des propres choses avec une propre expression, ça demande une démarche un peu plus approfondie parce que nécessairement, ça demande de connaître un petit peu ce qui s'est fait avant, surtout dans le mobilier, puisque dans le design industriel, il faut être un peu acculturé. Et des fois, je trouve que c'est pas suffisamment mis en avant, quoi. Il y a des personnalités que vous admirez? Oui, il y en a plusieurs, ouais. Comme ça, c'est toujours un peu le sujet. J'ai du mal à sortir les noms, mais il y a pas mal, entre autres, on parlait de Bertian Pot, il y a pas mal de designers à l'étranger, en France aussi, et pas que des designers, quoi, des plasticiens ou des architectes, ouais. Bon, alors, si vous me dites ça, j'arrive à ma dernière question culte que je ne vous ai pas donnée en avance, mais qui est, si vous faisiez un dîner avec 6 personnalités, qu'elles soient vivantes ou pas, qu'elles soient du milieu ou pas, qu'elle soit connue ou pas, qui serait-elle? Alors là, c'est la colle. On va y rester 2 heures. Je ne pars pas tant que je n'ai pas les 6 invités. Qui ça pourrait être? Alors, Noguchi, c'est admiratif. J'adore son travail. Je trouve le travail, tout ce qui est autour de la pierre et du métal, plus que les objets design que je trouve moins intéressants. Qui c'est qu'il y a d'autre? David Lynch. C'est une personnalité assez complète et assez... en tant que réalisateur, il a fait du cinéma, mais à la base c'était un peintre, donc c'est quand même assez intéressant son approche et je trouve qu'il a apporté vraiment quelque chose au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Musique. Moi, je cherchais des trucs qui sont un peu éloignés, qui sont je trouve un peu comme des mythes. Philippe Glass, j'adore. Brian Eno. Et après, dans le design, Enzo Mari, je l'ai rencontré une fois à Milan, par hasard, j'étais sur un stand, j'étais en train de regarder un objet, je ne savais pas trop ce que c'était. Et il y a un type qui m'a arraché l'objet des mains, et de manière assez vive, j'étais un peu choqué. Et là, je tourne la tête, il était en face de moi, et il était en train de me montrer, sans m'expliquer avec des mots, comment ça marchait, quoi. Et alors, j'étais un peu scotché, j'étais vraiment clairement étonné, quoi. Et après, je connaissais son travail et je trouvais son approche assez intéressante. Et justement, en termes de design, qui va à l'essentiel, dans la simplicité et avec une expression assez dépouillée. Donc ça reste un peu des modèles comme ça. Andrea Branzi aussi, j'ai fait un workshop avec lui. C'est assez intéressant, un peu des théoriciens du design à l'époque, dans les années 70. Donc ça, ouais, avec des gens aussi, un peu aussi du passé comme ça, qui ont une vision d'une autre époque. Et ce serait intéressant sur le contexte d'aujourd'hui, voir comment ils verraient les choses. Voilà, après... non, mais je pense qu'on en a 6, hein. On en a largement 6, oui, non? Déjà? Ouais. Peut-être. Ok. Bon, merci beaucoup Samuel pour tout ce que vous avez partagé. J'étais très contente de faire plus connaissance avec vous. Merci. Merci bien.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.